Bonjour, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes déjà nombreux à nous suivre et nous voici encore de retour sur notre chaîne Abel Pouy Zoom TV avec notre invité spécial, fidèle, Monsieur Abel Pouy. Bonsoir. Bonsoir Inès, bonsoir et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ça dépend si vous nous suivez pendant la journée, bonjour. Si vous nous suivez pendant la soirée ou la nuit, en tout cas, bonsoir. Alors, Monsieur Abel Pouy, est-ce que vous pouvez vous présenter juste un tout petit peu pour tous ceux qui vous suivent pour la toute première fois? Je suis Abel Pouy, ça c'est mon nom. Il y en a qui me connaissent en tant que professeur, vu ma formation ainsi que le travail que j'ai fait au niveau des universités. Il y en a qui me connaissent en tant que prédicateur de l'évangile. Il y en a qui me connaissent en tant qu'écrivain parce que j'ai déjà publié des ouvrages. Il y en a aussi qui me connaissent en tant qu'inventaire des traînées de foot. Voilà, j'ai quand même différentes casquettes. Mais je suis là aujourd'hui en tant que fils du Congo pour parler de mon pays. Voilà, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, Monsieur Abel, nous allons encore parler de notre pays et nous avons encore quelques questions pour vous. Et nous allons directement passer à la première question. Notre pays, d'ici là, notre pays fêtera presque plus de 60 ans d'indépendance. Quel bilan pouvez-vous faire sur ça? Le bilan est largement négatif. C'est là un secret pour personne. Le bilan est négatif et sans appel. Nous avons échoué parce que si nous nous rappelons tous, lorsque nous avons eu accédé à l'indépendance en 1960, la RDC, donc notre pays, sur le plan économique, était plus avancé que le Canada, était plus avancé que la Corée du Nord et beaucoup d'autres pays. Et aujourd'hui, on ne peut même pas comparer le Congo par rapport au Canada ou à la Corée du Nord. Cela veut dire que nous n'avons pas été capables de pouvoir avancer et de donner à notre pays, à notre population, ce dont il a besoin pour son développement. Nous avons échoué et le bilan est vraiment catastrophique et nous devons reconnaître cela. Ok, mais quelle est la cause de cet échec, de ces durs défis, selon vous? Je pense que la cause de notre échec, c'est l'immaturité. Cette immaturité, nous pouvons la constater, premièrement au niveau de la gestion et de la pratique de notre politique. Nous avons un activisme politique qui n'encadre pas avec la prospérité. Souvent, nous n'avons pas compris quels sont les enjeux réels de notre pays. Nous sommes un pays très convoité, nous sommes un pays riche qui ne sera pas facilement laissé à l'aise par d'autres forces. Nous n'avons jamais compris qu'il fallait que nous puissions en un moment mettre nos ambitions de côté pour nous mettre ensemble et travailler pour la gestion et le bien-être de notre pays. Et cet activisme politique qui, je pense, était très rétrograde et régressif, n'a pas permis à notre pays de pouvoir avancer. Parce qu'à un moment, quand vous faites de la politique, les gens doivent savoir que la politique, nous le faisons pour le pays. Et face à certains intérêts, même dans d'autres pays, vous pouvez ou ne pas être d'accord, mais face à certains intérêts du pays, ces gens-là abandonnent leurs divergences et viennent ensemble parce que le pays doit en sortir gagnant. Mais au Congo, ça ne se fait pas comme ça. Au Congo, les gens sont toujours dans cette immaturité de se battre même quand il ne faut pas se battre, de se contredire même quand il ne faut pas se contredire, et cela n'a pas pu permettre au pays de se développer. Et nous avons aussi échoué parce qu'il y a toujours eu une mauvaise définition du pouvoir au niveau des politiciens ou de nos dirigeants, qui n'avaient pas eu à comprendre que quand on vient au pouvoir, quand on est quelque part dans un poste où on a quand même une certaine parcelle d'autorité au niveau des institutions de l'État, nous le sommes pour le peuple et pour avancer le pays. Maintenant, avec une mauvaise définition du pouvoir, les gens, quand ils ont une certaine parcelle du pouvoir, ils en profitent juste pour eux-mêmes parce qu'ils ne pensent pas que ceci est une occasion pour moi pour rendre quelque chose de meilleur à ma communauté. Et donc, je peux dire que cette immaturité politique, cet activisme politique régressif, ainsi qu'une mauvaise définition du pouvoir, n'ont pas permis au Congo de pouvoir avancer. Voilà pourquoi maintenant il faut une nouvelle orientation des pensées. Bon, voilà, après tous ces durs défis de la réalité qu'a subi le pays, est-ce qu'il y a encore de l'espoir, selon vous?
Bon, je pense que si nous devons parler d'espoir, nous devons parler d'espoir en termes de notre humanisme. Notre humanisme doit nous interpeller que nous n'avons que le Congo. Le Congo, c'est notre héritage que Dieu nous a donné. Parce que dès que l'on vient sur la terre, le premier héritage que Dieu donne à l'homme, c'est sa patrie, donc son pays d'origine et sa famille. On ne choisit pas son pays d'origine, on ne choisit pas sa famille non plus. Ces deux entités-là nous accompagnent tout au long de notre vie et nous ne pouvons pas s'en débarrasser. D'où nous les protégeons. Nous devons protéger le Congo comme nous protégeons nos familles. Donc, l'espoir ne peut naître que de cette prise de conscience de ce que le Congo représente donc pour nous et que sans cette prise de conscience-là, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. D'où comptons sur cette humanité qui doit réveiller à nous un civisme positif de travailler pour notre Congo parce que le Congo, c'est tout ce que nous avons sur cette terre ici comme pays que nos ancêtres nous ont légué et que si Dieu les veut encore, nous pouvons les léguer à des générations futures. Mais dans quel état nous allons laisser le Congo? D'où il faut maintenant cet humanisme-là, cette capacité de réfléchir sur le Congo, ce civisme-là positif doit nous amener maintenant à pouvoir bâtir un nouveau Congo. Et c'est sur base de ce civisme-là que nous pouvons penser à garder l'espoir et à espérer encore pour un Congo meilleur. Sans ce réveil de conscience, c'est très difficile, mais nous devons toujours espérer parce que nous sommes appelés aujourd'hui à pouvoir avancer et bâtir notre pays. Voilà. Parlons un peu de notre gouvernement. Ouais. Nous avons un nouveau gouvernement, Oui. comme vous le savez, qui va bientôt sortir. Et le Premier ministre a dit qu'il doit faire le gouvernement des 45 ministères. Qu'en pensez-vous? Quels sont les critères que tu peux proposer pour le choix des ministres? Bon, vous savez, avoir un ministère, d'un gouvernement de 45 ministères, 50 ministères, tout ça, c'est juste un nombre. Bon, si le besoin est là, lui-même il sait pourquoi ils se sont limités à ce niveau-là ou pourquoi ils sont arrivés à 45 ministères. Mais parlant des critères, s'il faut que je parle des critères, par exemple, des compétences ou d'être intelligent, ce sont des critères qui sont utilisés dans tous les domaines. Donc, même si je vais construire une maison, j'aurai besoin d'un charpentier et j'aimerais besoin que celui-là soit compétent et qu'il soit intelligent. Donc, dans tout ce que les gens veulent faire pour la construction de quelque chose, ils vont toujours exiger qu'il y ait la compétence, qu'il y ait l'intelligence. Maintenant, moi, je pense que la seule façon de pouvoir espérer quelque chose, c'est de soumettre nos actuels dirigeants au niveau des institutions à un certain pacte de rendement. Vous faites là, on va faire ce qu'on appelle les revues pour voir si ce que vous faites là, ça produit pour le pays. Parce qu'on ne doit pas continuer aujourd'hui, on n'a plus le temps à perdre. Les critères, on peut dire qu'ils soient intelligents. Nous savons que ceux qui seront là seront intelligents. Parce que nous avons eu des gouvernements de salut national, nous avons eu des gouvernements de technocrates, tous intelligents et compétents. Et maintenant, parce que ces gens-là, ils n'étaient pas sous projecteur de la gestion, et nous n'avons pas vu de résultats. Maintenant, ce qu'il faut, comme je l'ai toujours dit, il faut qu'il y ait un impact de rendement, de performance auxquels ils seront soumis. Et c'est dans ces conditions-là que leurs compétences et leur intelligence pourront servir à produire. Et maintenant, le Congo va en bénéficier. Donc comme je l'ai dit dans l'autre émission, avec la conscience. Donc, le Premier ministre doit commencer par les conscientiser sur leurs responsabilités. Ça, c'est la première des choses. Qu'ils prennent conscience, qu'ils soient intègres et qu'ils soient soumis à ces pactes-là. C'est la responsabilité du Premier ministre qui est le chef du gouvernement, de pouvoir le soumettre à ces pactes-là de rendement et de performance et de suivre, de faire les contrôles pour être certain que les choses marchent comme cela a été planifié. Voilà. Et pour ceux de l'opposition, ceux-là qui pensent qu'il a déjà échoué, qu'en pensez-vous? Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont toujours dans le pessimisme. Mais les gens doivent comprendre ceci, qu'on ne doit pas toujours compter à ce que d'autres pays puissent reculer. Faire l'opposition, c'est un droit légitime. Parce que même Dieu qui est au ciel, il y a déjà des gens sur la terre qui font opposition à Dieu. Mais, au niveau de notre pays, en tant que fils du pays, nous avons tous la responsabilité.
de savoir qu'en un moment, il y a des enjeux qui sont plus grands que nous-mêmes. Comme je l'ai dit souvent, que la grandeur n'est pas seulement avoir des grandes idées. La grandeur, c'est savoir aussi faire taire son propre moi pour l'intérêt général. Je peux donner l'exemple de moi-même. En 2011, j'avais soutenu la candidature à la présidence du fait Étienne Tshisekedi, de Res Mémoire. Après la proclamation des résultats, Étienne Tshisekedi n'avait pas eu l'impérium. Je pouvais aussi me dire, voilà, mon candidat que j'avais soutenu n'a pas l'impérium, je dois continuer à combattre maintenant et empêcher le pays de pouvoir avancer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis surpassé, je me suis dit, ok, la personne que j'avais soutenue n'a pas l'impérium, ce n'est pas lui qui dirige le pays. Est-ce que je dois garder mes idées pour moi-même ou je dois faire quelque chose pour mon pays? Je suis allé au ministère du Travail. À cette époque-là, il y avait le monsieur Bahati Lukebo qui était l'informateur pour l'Union Sacrée. Il était ministre du Travail. J'ai présenté un projet au niveau du programme PROYEN, le programme de l'emploi des jeunes, au niveau du ministère du Travail. J'ai présenté un projet qui pouvait permettre la création des emplois pour les jeunes au niveau du pays, au niveau national. Et ce projet-là a été adopté par le PROYEN. Et nous avons travaillé avec monsieur Modeste Mandanga qui était, je crois qu'il est encore coordinateur de ce programme-là. Et aussi avec M. Chiringo qui était là pour nous soutenir au niveau du Fonds national des microcrédits. Mais c'est-à-dire que je me suis dépassé, je me suis surpassé. Mon candidat n'est pas là, mais pour le pays, est-ce que je dois m'arrêter parce que mon candidat que j'ai soutenu n'est pas au pouvoir, je dois combattre le pays, empêcher le pays d'avancer? Non, je me suis surpassé. Et c'est ce que nous demandons maintenant aux politiciens congolais, de pouvoir comprendre les enjeux de l'ère et se surpasser pour le bonheur du peuple. Parce que si les gens ne sont pas capables de dépasser leur ego pour donner la chance au Congo, là, ça devient ce n'est plus de la politique. Là, maintenant, ça devient quelque chose qui doit trouver son sens, qui est dans l'immaturité. Et nous avons besoin que chaque Congolais puisse penser désormais comment nous pouvons nous mettre ensemble pour avancer notre pays. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, merci pour votre meilleure attention. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission, monsieur Abel. Notre dernière préoccupation, qu'est-ce que la diaspora peut apporter par rapport à tout ça? La diaspora congolaise, je l'ai toujours interpellée parce qu'elle a un rôle important à jouer. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons le président de la République qui est lui-même issu de la diaspora, son épouse issue de la diaspora, même le premier ministre qui va prendre la direction des choses aujourd'hui, il est aussi né de la diaspora, c'est-à-dire que nous avons la chance de pouvoir montrer de quoi nous sommes capables. Donc j'interpelle maintenant aux gens qui sont dans la diaspora, qui ont une intelligence, le génie à partager avec le peuple congolais. Il est temps qu'ils se révèlent. Parce que chacun de nous maintenant doit se poser des questions. Il est vrai que le climat d'affaires est en train de s'améliorer, mais n'est pas encore parfait. Devons-nous croiser les bras, attendre que tout soit mieux avant que nous puissions participer activement au développement de notre pays? Mettons nos divergences à côté. On peut ou ne pas être d'accord sur certains points, mais pour l'intérêt du Congo, nous sommes obligés de marcher ensemble. Vous savez, il y a quelques années, 15 ans, ou pas 15 ans, 20 ans, par exemple en Angleterre, on voyait les Chinois en train de se promener partout, de vendre les DVD, des disques, des CD. Aujourd'hui, ces Chinois, on ne les voit plus. Parce que la plupart d'entre eux ont juste eu quelque chose dont ils avaient besoin. Ils sont rentrés chez eux parce que leur pays a pris une certaine ampleur au niveau du développement. Et c'est là où on doit aussi nous interpeller pour dire que si aujourd'hui tous nous nous mettons ensemble pour bâtir le Congo, si le Congo se développe, les pays étrangers, les pays dans lesquels nous sommes résidents, ces pays-là vont nous respecter par rapport à ce que notre pays est devenu. Voilà pourquoi il est de l'intérêt de chaque personne de pouvoir aujourd'hui devenir positif, croire au développement de la RDC. Parce que ce qui est surprenant et parfois c'est choquant de voir que la plupart de nos amis de la diaspora ne passent leur temps qu'à ridiculiser leur pays, à insulter leur pays, à souhaiter même le mal. Voilà les gens qui disent ça ne va pas aller, tu peux tout faire, ça ne va pas aller. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que toi tu gagnes dans cela?
Rien du tout. Si aujourd'hui ça ne marche pas au Congo, qu'est-ce que toi tu gagnes en cela? La seule chose que tu peux gagner, c'est juste un petit discours sur les réseaux sociaux pour dire que je vous l'avais dit. Mais ça ne change, à notre époque ici, chacun doit aujourd'hui commencer à réfléchir autrement. Voilà pourquoi dans mon livre Le protocole du développement de la République démocratique du Congo, j'avais parlé du marketing socio-transformationnel. Parce qu'il faut changer la façon, la mentalité et la façon de voir des choses dans l'homme congolais. L'homme congolais est à réinventer. Il faut réinventer l'homme congolais pour lui donner maintenant une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir les choses, de marcher et de concevoir la vie politique, la vie sociale et concevoir aussi les vivre ensemble autrement. Voilà ce que je demande à la diaspora, de pouvoir réfléchir parce que nous devons maintenant penser et repenser le Congo. Voilà, merci beaucoup Monsieur Abel, merci beaucoup mesdames et messieurs, voilà nous sommes déjà à la fin de notre émission, merci vraiment de nous avoir suivis et pour tous ceux donc qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne, abonnez-vous massivement alors sur Abel Mpoyi Zoom TV, merci beaucoup. Monsieur Abel Mpoyi, un mot de la fin pour toutes personnes qui vous suivent en ces moments. Merci beaucoup à tous les amis qui nous suivent maintenant, qui sont par milliers, ils nous suivent et nous encouragent. Et je sais qu'on ne peut pas toujours partager les mêmes avis, mais nous avons un socle commun qui est plus grand que nous-mêmes, c'est le Congo. Soutenons le Congo, aimons le Congo et si nous sommes ensemble, nous allons bâtir notre beau pays et plus beau qu'avant. Comme on dit, l'union fait la force. L'union fait la force. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci.